Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer les recoins souvent silencieux et complexes des dynamiques familiales. Nous parlerons de ces phrases, de ces proverbes en apparence innocents, qui, dans certains contextes, deviennent des armes de manipulation psychologique, laissant des cicatrices profondes et invisibles. C'est un voyage au cœur des relations toxiques, pour mieux les comprendre et peut-être commencer à s'en libérer. Il existe une manipulation particulièrement insidieuse, murmurée sur le ton du reproche ou de la pitié. Un jour, je vais mourir, et tu regretteras de ne pas avoir fait ceci ou cela pour moi, de m'avoir traité de cette façon. Malheureusement, ce chantage au regret fonctionne très bien, car beaucoup de gens vivent avec la peur constante d'éprouver encore plus de remords une fois que le parent narcissique ne sera plus là. Vous avez tous entendu cette expression, les liens du sang sont les plus forts. Certains d'entre vous, peut-être même la majorité, y croient sincèrement. Ce proverbe, dont les origines remontent au Moyen Âge, célébrait à l'origine la loyauté familiale, affirmant que les engagements envers sa famille devaient primer sur les amitiés ou les amours. Dans une famille saine, unie et heureuse, cette idée semble naturelle, presque évidente. Oui, nous nous serrons toujours les coudes, nous veillons les uns sur les autres. Et c'est une chance immense. Mais pour ceux qui ont grandi dans des systèmes familiaux narcissiques ou abusifs, ce proverbe devient une arme redoutable. Il se transforme en une sorte de carte sortie de prison permanente, autorisant les membres de la famille à mal se comporter, tout en pouvant ensuite se réfugier derrière ce prétendu devoir de loyauté pour effacer l'ardoise. Plus la pathologie et le dysfonctionnement d'une famille sont grands, plus une personne peut se sentir étrangement et douloureusement liée à ce système. On y est souvent ramené par un tourbillon d'émotions. L'espoir de finalement résoudre les conflits, d'être enfin reconnu, de gagner l'approbation de ses membres toxiques, ou encore la culpabilité écrasante à l'idée de poser des limites saines. Certains se sentent incapables d'échapper à ces systèmes, que ce soit physiquement, par nécessité ou par culpabilité, ou psychologiquement. Car même en déménageant à l'autre bout du monde, la famille reste dans votre tête. Vous continuez d'entendre leurs voix critiques, leurs moqueries, leurs manipulations qui vous font douter de votre propre perception. Ce n'est pas de la loyauté, c'est une prison mentale. Le proverbe « les liens du sang sont les plus forts » est souvent utilisé pour dévaloriser vos autres relations. Imaginez que vous preniez enfin de la distance et que vous décidiez de passer les fêtes avec des amis qui vous soutiennent, créant ainsi votre propre famille de cœur. Votre famille d'origine pourrait vous dire « Ah, tes amis. Ils te disent que tu es formidable, n'est-ce pas? C'est juste parce qu'ils veulent quelque chose de toi. Ils ont un intérêt. Mais nous, ta vraie famille, nous serons toujours là pour toi. » Cette phrase peut semer une confusion terrible. Après une vie entière à être dévalorisée et manipulée par ce même système, vous pouvez encore être déstabilisé et commencer à douter des intentions de vos amis bienveillants pour finalement être aspiré à nouveau dans la toxicité. Les systèmes familiaux narcissiques n'aiment pas perdre le contrôle. Ils n'aiment pas que vous épousiez des personnes saines qui vous aident à poser des limites. Ils n'aiment pas que vous trouviez des amis qui vous encouragent. Souvent, ils n'aiment même pas que vous réussissiez. Ces systèmes sont conçus pour vous maintenir dans un état de déséquilibre et d'insuffisance, afin de mieux vous contrôler. Ce proverbe alimente aussi un profond chagrin. L'une des conséquences psychologiques les plus lourdes d'une famille narcissique est le sentiment de ne pas avoir eu droit à cette expérience humaine fondamentale. Une enfance sécurisante, un amour inconditionnel, un sentiment d'appartenance, des adultes qui valorisent vos rêves. C'est le deuil de ce qui aurait dû être, une tristesse qui se cristallise à l'âge adulte lorsque l'on prend conscience de l'impact de ce manque. Le deuil de la personne que vous auriez pu devenir si vos relations familiales précoces avaient été saines. Certains surmontent cela en créant leurs propres familles aimantes. D'autres tissent des liens d'amitié si forts qu'ils deviennent la famille qu'ils n'ont jamais eue. Ces liens authentiques, basés sur le respect et le soutien mutuel, sont bien plus solides que l'eau, et peut-être même, en réalité, plus épais que le sang. Une famille saine célébrerait vos amitiés, vos amours, vos succès, vos rêves. Elle n'aurait jamais besoin d'un proverbe pour justifier son soutien. Elle serait simplement un refuge sûr. Une famille qui a besoin de répéter que les liens du sang sont les plus forts est probablement une famille qui ne fonctionne pas. Dans un système sain, on le sait, on le sent. Il n'y a pas besoin de le dire. Passons à une autre phrase, tout aussi courante et destructrice.
fais le juste pour moi. Les personnes qui vous disent cela ne sont pas nécessairement malveillantes. Parfois, elles sont désespérées, bien intentionnées, ou simplement incapables de comprendre la nature du narcissisme. Cette demande survient souvent au moment des fêtes, des mariages, des réunions de famille. Fais le juste pour moi. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Ce n'est jamais juste une petite chose. C'est une injonction à passer du temps avec une personne narcissique dont vous avez mis tant d'efforts à vous éloigner, après avoir reconnu son impact dévastateur sur votre bien-être. Vous avez fait le travail difficile de guérison, vous avez traversé le deuil de la relation, vous avez posé des limites. Et voilà que quelqu'un que vous aimez, un allié potentiel, vous demande de tout anéantir. Vous répondez poliment mais fermement, « Je ne suis pas sûr de pouvoir. Ce n'est pas bon pour moi, je préfère ne pas venir. » Et cette personne, que vous appréciez, rétorque, « S'il te plaît, fais le juste pour moi. » Cette demande est une forme de triangulation, de manipulation. Cette personne instrumentalisait votre loyauté envers elle pour vous forcer à briser les protections que vous avez mis tant de temps et de douleur à construire. C'est une demande qui peut vous faire régresser dans votre guérison en ravivant les vieilles questions. Suis-je une mauvaise personne? Suis-je trop rigide, trop froid? En acceptant, vous vous remettez à proximité d'une personne toxique. Certes, vous êtes peut-être mieux équipé pour gérer la situation. Vous pouvez pratiquer l'acceptation radicale, ne pas vous défendre, ne pas expliquer, ne pas personnaliser. Vous pouvez prévoir une séance de thérapie ou une conversation avec un ami de confiance juste après. Mais le problème de fond demeure. La personne qui vous demande de le faire pour elle est prête à sacrifier votre bien-être pour son propre confort, pour maintenir une façade d'harmonie familiale. C'est une situation délicate. Parfois, c'est une demande unique et désespérée. Vous pouvez choisir d'accepter cette fois-ci, en précisant que ce ne sera jamais plus le cas. Mais si cela devient une habitude, vous devrez réévaluer votre relation avec cette personne. Car si elle comprend la situation et vous le demande quand même, c'est un problème. La guérison des relations narcissiques implique parfois de perdre des personnes qui ne sont pas directement toxiques, mais qui sont des facilitateurs, des gardiens du statu quo, ou simplement égoïstes. Votre cercle social peut sembler rétrécir, mais c'est pour mieux vous protéger. Une autre forme de manipulation subtile se présente comme un défi, un doute sur vos capacités. Avez-vous déjà entendu des phrases comme « Tu es trop compliqué. Je ne vois pas comment tu pourrais un jour faire fonctionner une relation à long terme. » Ou « Tu en fais toujours trop. Qui va bien vouloir te supporter. » Ou encore « Je te connais, dès que ça devient sérieux, tu prends la fuite. » L'histoire qu'on vous vend, c'est que vous êtes le problème. Que vous n'avez pas ce qu'il faut pour construire une relation durable. C'est une dynamique particulièrement dangereuse. Car si vous avez quitté des relations passées, c'était peut-être par instinct de survie, parce qu'elles étaient toxiques. Mais ce récit qu'on vous impose vous fait douter de votre propre sagesse. Alors, pour prouver que tout le monde a tort, pour vous prouver à vous-même que vous en êtes capable, vous risquez de vous accrocher à la prochaine relation, même si elle est abusive. Vous baissez la tête et vous vous efforcez de la faire fonctionner, coûte que coûte. Vous êtes dans une relation où l'on vous manipule, où vous doutez de tout, mais une petite voix vous dit « Je vais leur montrer qu'ils ont tort. Je peux y arriver. » C'est un piège terrible, une configuration où vous ne pouvez pas gagner. Vous essayez de prouver au monde quelque chose de faux, en vous basant sur un récit mensonger. La guérison, c'est revenir à cet endroit où vous faites confiance à votre intuition. Si une relation ne vous semble pas saine, vous avez le droit de ralentir, de prendre du recul, de partir. La guérison, c'est aussi vous éloigner des personnes qui vous lancent ce genre de défi et vous font honte de ne pas pouvoir faire fonctionner une relation abusive. J'ai parlé à tant de personnes qui m'ont dit « Je suis resté si longtemps parce que je ne voulais pas confirmer le récit de ma famille selon lequel je suis incapable d'être en couple. » C'est pour cela que nos instincts sont si précieux. Nous devons réapprendre à écouter ce que notre corps nous dit. Quand quelque chose ne semble pas juste, c'est probablement que ça ne l'est pas. Abordons maintenant une tactique particulièrement sombre, le chantage à la mort et à l'héritage. Les personnes narcissiques utilisent souvent leur propre finitude comme un outil de manipulation permanent. Surtout s'il y a de l'argent, des biens immobiliers ou des actifs importants en jeu.
Un parent narcissique peut utiliser son testament comme un levier. Ah, tu veux déménager loin de nous? Dans ce cas, je ne vois pas l'intérêt de t'inclure dans le testament pour la maison. Ou tu épouses cette personne que je n'aime pas. Je ne veux pas qu'elle profite de mon argent. Ils peuvent même laisser planer le doute. Tu ne veux pas venir pour les fêtes? C'est dommage. Je devais justement voir le notaire cette semaine pour discuter de ma succession. C'est difficile à entendre, mais votre santé mentale n'a pas de prix. La peur de perdre de l'argent qui vous semble dû peut vous maintenir enchaîné pendant des décennies. Et au final, même si vous cédez à toutes leurs exigences, rien ne garantit qu'ils tiendront leur parole. Le geste le plus courageux est de faire le choix qui préserve votre santé mentale, quelle que soit la somme en jeu. Je sais que pour certains, cet héritage potentiel est une nécessité financière. Chaque situation est unique. Mais la promesse de ce qui pourrait venir, ou de ce qui pourrait être retiré, peut vous garder prisonnier. Et cela sans même compter le comportement des autres membres de la famille, comme un frère ou une sœur narcissique qui va tout faire pour s'attirer les faveurs du parent et obtenir la plus grosse part du gâteau. La seule façon de gagner à ce jeu est de ne pas jouer. Je sais que c'est difficile de renoncer à ce qui semble juste ou équitable. Mais la notion de justice est souvent la première victime dans une relation narcissique. Parfois, la plus grande justice est de choisir le chemin le plus sain pour soi-même. L'autonomie et l'intégrité que vous gagnez en refusant de jouer à ce jeu macabre sont bien plus précieuses que n'importe quel héritage. Enfin, il y a une phrase, une arme de gaslighting ultime, la plus pernicieuse de toutes. Imaginez que vous confrontiez une personne narcissique à propos de ses actes. Une infidélité, un mensonge. Après avoir nié en bloc, après vous avoir traité de fou ou de folle, elle vous assène le coup de grâce. De toute façon, personne ne te croira. Cette phrase est conçue pour vous anéantir. Elle fonctionne particulièrement bien avec les narcissiques qui maîtrisent l'art du double visage. Charmant, généreux, admiré en public, mais calculateur et cruel en privé. Ils ont construit une image publique si solide que votre version des faits semblera forcément délirante. Pendant ce temps, vous, la victime de cette relation, vous sombrez dans l'anxiété, la confusion, le doute. Vous êtes isolé. Alors, quand on vous dit « personne ne te croira », cela résonne avec une terrible vérité. Vous avez peur que ce soit vrai. Et cette peur peut vous empêcher de chercher de l'aide, de parler, de trouver du soutien. Elle vous enferme encore plus dans le silence et la solitude. Le plus triste, c'est que parfois, c'est vrai. Au début, les gens risquent de ne pas vous croire. Je pense que tu exagères. Toutes les familles ont leurs problèmes. Je n'ai jamais eu de soucis avec cette personne. Chaque doute exprimé par les autres renforce l'emprise de l'abuseur. Mais voici la vérité essentielle. Quelqu'un vous croira. Il faudra peut-être du temps pour trouver cette personne, ce thérapeute, cet ami, ce groupe de soutien. Mais ils existent. Le fait qu'un manipulateur utilise cette phrase contre vous ne dit rien sur votre crédibilité. Cela dit tout sur sa propre conscience de ses méfaits. C'est la signature d'une personne qui sait qu'elle a quelque chose à cacher. Comprendre ces dynamiques est la première étape pour s'en libérer. Reconnaître ces phrases non pas comme des vérités, mais comme les tactiques qu'elles sont, c'est commencer à reprendre le pouvoir sur votre propre récit, sur votre propre vie. C'est un chemin long et difficile, mais c'est le chemin vers la guérison et l'authenticité.